faut communiquer, il faut informer, parce que bon, les médecins quand même de ces services sont sensibles aux arguments qu'on développe, mais il y a une très très grande hétérogénéité d'un département à l'autre. Je peux me permettre d'oser une réflexion. On voit tous les textes, hein, ça fait partie de notre quotidien que de voir tous les textes qui sont là pour protéger la personne dans son privé, dans ses valeurs, par rapport à toutes ces intrusions de la recherche, hein, puisqu'il y a aussi des aspects assez paradoxaux. Et on parle de plus en plus de devoir de la recherche, voire de soumission à une exigence supérieure, c'est-à-dire les personnes seraient même à ne plus avoir vraiment la liberté de décider si elles adhèrent ou pas, si elles consentent ou pas, face à un intérêt supérieur. Et on le voit dans une famille, hein, à quel point est-ce qu'on a vraiment la liberté de refuser d'être investigué lorsqu'un intérêt général ou supérieur est de nature à prévaloir. Est-ce qu'à votre avis, au nom de la recherche, tout est possible, tout est permis ? Non, bien sûr. Moi, il faut bien comprendre le rôle de mon intervention, c'est de faire passer l'information. De faire passer les informations, parce que je pense qu'il y a un décalage entre ce que l'on sait actuellement techniquement et ce qui est dit aux personnes et aux familles. Et pour me faire mieux comprendre, vous avez en face de vous des gens qui ont 30 ans ou 25 ans. Vous savez en quelque sorte que ce qu'on ne pouvait pas dire il y a 5 ans, du tout, même il y a 3 ans, qu'on a techniquement maintenant la possibilité, cette personne qui vous interroge, hein, qui vous interroge, de savoir si déjà la question qu'elle pose concernant son devenir, la technique a déjà la réponse. Et ce point, je veux dire, on ne l'avait pas avant. Donc ça, c'est le premier point. Mais bien sûr, et chacun d'entre nous ici le sait, dans une famille où on n'a pas identifié l'anomalie génétique, par exemple, le dernier cas, eh ben, les réactions à participer à la recherche sont complètement libres. Il y a des personnes qui disent non, je ne souhaite pas du tout vous aider à faire une recherche généalogique ascendante pour savoir, pour contribuer à identifier cette anomalie génétique. Je considère que quand la science aura fait des progrès, peut-être on saura. Point. Et puis, il y a des personnes qui, de mon point de vue, trouvent là le moyen de se projeter positivement dans l'avenir, en quelque sorte, contribuant au combat, enfin il l'exprime comme ça, contre une identification qui n'est pas connue. Donc on a les deux types de réactions qu'il faut tout à fait respecter. Je pense que le rôle de ceux qui ont la connaissance est de dire où on en est de la connaissance. Alors, je suis tout à fait d'accord, c'est toujours plaisant de savoir où on en est et de savoir que la recherche évolue et on vous en remerciera jamais assez. Juste une chose, c'est quand même compliqué au quotidien d'exposer qu'on a envie de faire avancer la recherche, il faut qu'on soit actif et on a besoin d'être actif. Donc on sait l'importance des recherches génétiques et on sait l'importance de ce que vous faites et des nécessités pour nous d'y participer, mais notre volonté de continuer à vivre le plus normalement possible et de pas, dans la mesure où effectivement il n'y a pas de solution miracle pour le moment, de ne pas projeter nos enfants, de ne pas projeter toute la famille dans cet avenir assez sombre qu'on a, nous, à survivre. Et de fait, c'est compliqué, hein, c'est compliqué avec le monde médical de dire, bon, allez, banco, on y va, on fait les tests génétiques, parce que de toute façon, on y croit et on le veut, et on veut faire avancer, on veut avancer d'une manière à notre petit niveau, mais on ne veut pas connaître les résultats. Et c'est vrai que le monde médical est assez déstabilisé par le fait qu'on participe sans vouloir pour autant connaître le résultat, parce qu'actuellement, ça ne nous changera rien, en fait. Parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de prévention, il n'y a pas de... Et puis, on nous dit, hein, pour moi-même, j'ai des enfants en bas âge, et ben, de toute façon, jusqu'à leurs 18 ans, on ne peut rien faire. Donc, à quoi bon? Je pense que c'est important aussi comment dire, de pouvoir avoir cette démarche-là qui est de faire effectivement les démarches génétiques sans pour autant accepter les résultats. Et moi, je sais que mon médecin était particulièrement perturbé quand il a voulu me les... Enfin, quand je lui ai dit, mais non, on avait toujours dit, on ne les veut pas. C'est compliqué à gérer, je crois, pour les médecins aussi.
Je crois qu'il faut bien distinguer, parce que c'est allé rapidement, la phase du diagnostic, hein, c'était la démarche qui a été évoquée par Mme Ouvrier, de la démarche de la recherche, qui sont deux aspects complètement différents. Par définition, dans la démarche de recherche, il n'y a pas de rendu de résultats individuels. Et ce que j'ai essayé d'évoquer, c'est que les recherches particulières qui peuvent être menées sont justement possibles chez des personnes sans qu'elles connaissent leur statut, ce qui est un point tout à fait important et qui, moi, dans ma... Bon, voilà. Vous avez quand même fait apparaître qu'on ne dévoile pas, ça fait partie en quelque sorte des prérequis des règles, on ne dévoilera pas le statut à des tiers d'une certaine façon, mais la personne sait que quelqu'un détient un savoir qui la concerne et qui est un savoir sensible, même si elle n'y a pas accès. Non, si je peux me permettre, non, vous le savez bien, pour que pas que ce soit ambigu dans l'auditoire, il n'y a personne en fait, puisque c'est complètement anonymisé. Et je vous remercie de la question, c'est qu'en fait personne, il n'y a pas un individu qui connaisse l'identité. Donc ça, ce point est tout à fait essentiel, mais vraiment essentiel, et il faut passer du temps. Enfin, moi, c'est des questions que j'ai eues à plusieurs reprises. Il faut vraiment passer du temps pour que les gens soient en confiance absolue, que personne ne connaît ce statut. Dans le protocole de recherche, j'entends. Il y a juste un point quand même plus délicat, c'est quand dans la même famille, il y a des frères ou des sœurs qui veulent faire la démarche diagnostique et d'autres qui veulent participer sans connaître leur statut. C'est toujours... je veux dire qu'ils savent que quelqu'un sait. Du coup, tu vois ce que je veux dire? Une fratrie qui conserve... Oui. Non, j'ai parfaitement compris. Mais c'est-à-dire que dans une fratrie, on a tout à fait ces cas-là, effectivement, que ce soit DFT, mutation de progranulines ou Alzheimer. Alzheimer, pour l'instant, il n'y a aucun protocole de ce type qui n'est démarré. Hein. Mais pour les personnes, j'entends. Mais après... c'est ce qui se passe à la consultation de diagnostic, c'est-à-dire que vous savez bien que dans les fratries, c'est très variable. Il y en a certains qui dévoilent à leur fratrie qu'ils sont allés jusqu'au bout du diagnostic présymptomatique, d'autres pas. Donc ces questions-là sont abordées en amont, et effectivement le partage et le fait que certains connaissent leur statut, d'autres ne veulent pas le savoir, c'est des choses qui sont évoquées avec le psychologue en suivi longitudinal post-rendu de résultat, n'est-ce pas ? Je pense que la question n'est pas tout à fait la même, parce que là, on est en train de parler de diagnostic chez un sujet asymptomatique. Là, effectivement, c'est bien une démarche individuelle. Certains, au sein d'une fratrie, peuvent vouloir savoir et d'autres ne pas vouloir savoir. Et ce que j'ai dit, c'est vraiment, on respecte le choix de chacun. Je pense que c'est différent chez une personne qui, elle, est malade, où la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai envie qu'on identifie dans ma famille la mutation ou pas ? Et là, effectivement, si on identifie la mutation dans la famille, le corollaire, c'est éventuellement que l'information soit diffusée au sein de la famille. Et ça, ce n'est pas les médecins qui peuvent le faire, c'est la personne elle-même. Donc effectivement, je comprends très bien l'interrogation de madame, qui est, moi, si j'ai envie de participer à la recherche et qu'on cherche chez moi une mutation, mais qu'on ne me rende pas ce résultat, ça veut dire on va chercher une mutation, on va étudier les gènes qu'on connaît, on ne va pas forcément effectivement faire avancer entre guillemets la recherche parce qu'on va avoir un résultat qui est un résultat individuel pour une famille donnée et qui peut être utile aux personnes de cette famille donnée. Et si on ne trouve pas de mutation, à ce moment-là, effectivement, il faudrait pouvoir rentrer dans des protocoles beaucoup plus lourds qui seraient de prélever toute la famille, mais il faut à ce moment-là que la personne sache. Chez vous, on n'a pas identifié de mutation. Donc, vous comprenez, je pense que chez un sujet qui est malade, rechercher la mutation pour la recherche, ça n'a pas forcément d'intérêt important, parce que si on voulait faire avancer la recherche avec l'information, il faudrait qu'on n'ait pas trouvé la mutation, il faudrait qu'à ce moment-là, on étudie plein de personnes dans la famille. Et si on a trouvé la mutation, ça n'a d'intérêt que pour la famille en question. Donc je pense qu'il ne faut pas mélanger ce qui est
étude chez le malade et étude chez les asymptomatiques. Mais bien sûr qu'on respecte toujours le choix de la personne, si elle veut ou non savoir. C'est un principe de base en génétique. Si vous le voulez bien, si vous nous accueillez dans quelques mois, on va faire une thématique spécifique à la génétique. Dans le même lieu, les personnes seront invitées, on diffusera l'information parce que ça le justifie. On voit qu'on a vraiment un paradigme, c'est-à-dire un objet d'approfondissement. Donc je vais donner la parole à Pierre Boite, mais nous on nous dit toujours en matière d'éthique qu'il faut distinguer la finalité d'un acte de ses conséquences. Voilà. Et donc c'est là où la prudence s'impose d'une certaine façon. On l'a évoqué quand Madame a parlé de la destinée ou de la fatalité génétique, de plus en plus, comment on est marqué par une destinée qui entrave totalement toute liberté. Et on sait très bien dans une famille, je ne parle pas uniquement de la maladie d'Alzheimer, quand il y a des pressions diverses et variées pour que les uns et les autres aient le courage et la dignité au nom d'un intérêt supérieur d'accéder à un savoir, c'est la même chose pour les prélèvements d'organes. Enfin, on sait à quel point les règles, quelle que soit la crédibilité de ceux qui effectivement affirment qu'il y a un certain nombre de principes, on sait très très bien que les choses sont beaucoup plus complexes. Et même quand il y a cryptage, anonymisation, le fait de savoir que quelque part un savoir nous concernant existe pose déjà en soi bien des questions. Ce n'est pas du tout pour contester en quoi que ce soit ce qui a été dit, mais on a eu le mérite. Aujourd'hui, merci infiniment à toutes ces interventions complémentaires. Entre la première table ronde et la deuxième table ronde, on voit que les réflexions éthiques en matière de maladie d'Alzheimer, vraiment en termes de paradigme, ne concernent pas que les capacités décisionnelles. Il y a toute une multiplicité de questions et c'est rassurant pour nous dans la démocratie de savoir que des professionnels portent aussi haut leur exigence de réflexion, même s'ils sont confrontés à des situations quelquefois un petit peu, non pas d'impasse, mais un peu aporétiques.